Alors, enchanté, je suis vraiment ravi de faire ce topo, pour vous. Ce d'autant plus que c'est un peu, un avis d'expert, c'est un peu une opinion sur, un sujet. J'aurais pu traiter, rien que la première partie, du sujet, la cacophonie des médias, ça aurait été déjà super intéressant et puis, l'autre partie sur un autre topo, tellement il y avait de choses à dire. Je préfère tout de suite dire que, j'ai pas de conflit d'intérêts, mais surtout forcément c'est un peu, un topo à charge sur certains points. Donc ce sont que mes opinions, ça n'engage à rien l'opinion de mon service, ni des services dans lesquels j'ai travaillé et que c'est juste un topo et que bien sûr toutes les personnes sont à prendre, en considération dans leur totalité et pas seulement sur une diapo, comme je vais pouvoir en parler. Comment j'ai fait pour faire cette présentation? J'en ai parlé donc à des collègues médecins, des collègues non médecins. Je me suis dit, voilà, on me demande de faire un truc sur l'éthique, c'est un peu compliqué, c'est un peu touchy, parce que bon, ben, forcément, il y a il y a des opinions à donner. Et donc, je vais retracer un peu mon histoire personnelle, donc un peu du storytelling sur comment j'ai vécu moi l'année à Marseille pendant cette pandémie, dans le cadre médical, dans le cadre paramédical, et intégré en fait à l'échelle de ce qui se passait dans le monde. Et je me suis rendu compte que ce qui se passait au niveau médical, en fait, notamment avec Didier Raoult, avec Louis Fouché, enfin avec tout le monde, quoi, qui soufflait le vent, hein, comme le disait Sacha, c'était à mettre en parallèle avec d'autres choses qui se passaient en même temps. Et notamment quatre grands points que j'aborde, hein, et puis après, on en rediscutera après pendant les questions. La cacophonie des médias dans le monde, donc je vous fais réfléchir sur cette chose-là, hein, plus grande démocratie du monde, Donald Trump qui pousse à la guerre civile, qui envahit le Capitole, 4 morts. Il regarde tout le monde droit dans les yeux, il dit qu'il ne s'est rien passé. Et les médias, pas tous, hein, mais les médias permettent que les choses se passent sans forcément plus de vagues. Jair Bolsonaro, encore un président d'extrême droite, qui brûle la forêt amazonienne, il y a le réchauffement climatique, et les choses, elles se passent plus ou moins bon an, mal an. Vladimir Poutine, il y a Emmanuel Macron qui se prend une claque, on a l'impression que c'est grave. Là, voilà, on parle de scandale d'État, les gens se font tuer, et encore, on ne parle pas de Bachar el-Assad. Et la quatrième chose qui m'a marqué, moi, à l'échelle de cette année, hein, parce que c'est vrai que entre le confinement et Twitter, c'est vrai qu'on est pas mal sur nos téléphones, on lit pas mal d'enquêtes, de choses comme ça et tout, c'est les migrants. Voilà, on parle des gens qui meurent du Covid-19. L'année dernière, on est passé à 20 000 morts qui sont morts en Méditerranée. Bon, les gens, ça leur fait ni chaud ni froid, mais par contre, après, on peut critiquer le président Erdogan en disant que la Turquie, voilà, elle se radicalise, ce qui est probablement peut-être un petit peu vrai, mais il faut aussi se rappeler que la Turquie, c'est le pays qui a accueilli le plus de migrants en Europe aujourd'hui, et plus que tous les pays d'Europe réunis. Donc tout ça pour dire que, en fait, toutes ces choses totalement inacceptables, qu'on n'aurait jamais pensé imaginables, en fait, elles sont possibles grâce aux médias, grâce à ce qu'on disait tout à l'heure, donc ce qui s'est passé pendant le nazisme, hein. Ça, c'est juste une question de savoir comment on amène les choses, comment on les présente. Donc faut pas non plus être totalement défaitiste. Il y a plein de gens qui pensent bien et il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus baisser les bras. Mais voilà, c'est cette cacophonie internationale, en fait, elle se répercute au niveau national, au niveau du Covid-19. Avec ce documentaire qui est probablement une honte, hein, et qui est relayé par tout le monde, BFM, CNews, tout le monde, et on y va et on le relaie, par des médecins qui sont députés, et puis par même des professeurs. Donc voilà, donc vraiment on désacralise la fonction, comme on l'a vu avec le professeur Raoult, hein, voilà, qui vont verser dans les théories complotistes et qui vont faire vraiment du battage médiatique, du brassage médiatique. On leur donne, on leur donne un micro et ils en profitent pour chanter. Et donc à Marseille, on a une autre lot, hein, de personnes qui ont utilisé cette période pour diviser plutôt que pour rassembler, hein. Vous l'avez vu avec le professeur Raoult, et avec cette phrase-là que je trouve vraiment magnifique, hein, qui est vraiment... on aurait pu faire un topo rien que sur cette phrase-là. C'est, voilà, la France est arrivée dans un tel état qu'on préfère écouter les gens qui savent plutôt que les gens qui ne savent pas plutôt que les gens qui savent. Ça, c'est hyper puissant, quoi.
ça veut dire que ça justifie tout, quoi. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Du coup, c'est qui les gens qui savent? Ah ouais, non, mais bon, OK. Et bon, voilà, et comment on peut passer de héros à paria en un claquement de doigts, rien que par les médias, mais c'est encore un peu la magie des choses. Et donc on avait, Didier Raoult, on a aussi, le docteur Louis Fouché, hein, qui est réanimateur aussi, voilà, qui verse un peu, hein, dans la sphère complotiste, enfin complètement dans la sphère complotiste, et qui est invité sur tous les plateaux de télé, voilà. Et donc, on écoute les gens qui ne savent pas plutôt que les gens qui savent. Le problème, c'est que face à ces gens-là, dans les médias, il y a aussi nos pairs, des gens qu'on pense être reconnus, qu'on pense scientifiquement pertinents. Donc le professeur Léon à Marseille, hein, qui travaille avec nous, le professeur Papazian, Julien Carvelli, également de l'hôpital de la Timone à Marseille. Et donc, c'est très compliqué pour les gens qui ne sont pas des sachants de se positionner. Même pour les gens qui sont des sachants, c'est hyper compliqué de se positionner. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, enfin, encore une illustration du tapage médiatique, tout ça pour dire que lire la presse, lire la presse internationale, lire la presse au temps du Covid, c'est, dans une situation de crise, un exercice ultra difficile. Donc, il y a du tapage, il y a les médias sociaux, et à côté de ça, il y a un peu les seconds couteaux, les gens qui sont au lit du malade, et qui doivent prendre en charge les gens. Notre cœur de métier, hein, ce que je veux dire, c'est ce qui nous passionne et ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et donc, en tant que CHU, il ne faut pas oublier que cette partie-là, de prendre les patients en charge, on l'a fait et on l'a très très bien fait. Je prends le cas de Marseille, mais j'aurais pu prendre le cas de toutes les villes, hein. Il y a eu une ferveur autour de la recherche clinique, notamment parce que les gens ont resserré les rangs, hein, notamment pendant la première vague. Et il y a eu des études qui ont été publiées dans toutes les équipes. Donc, encore une fois, je prends le cas de Marseille, mais j'aurais pu prendre le cas de toutes les équipes. Donc, les trois grandes réanimations de Marseille, hein. L'équipe du professeur Léon sur l'échographie pulmonaire, l'équipe du professeur Guénier avec Julien Carvelli et le Nature sur le C5A récepteur dans la cascade de l'inflammation du Covid, l'équipe du professeur Papazian sur la dexaméthasone et le risque, le risque de développer, de faire un plus grand nombre de PAVM. Aussi, également, donc, les infirmières de recherche clinique, hein, dans ce parcours fier avec donc, Sabine Valera, hein, et sur le rôle donc, de l'importance des infirmières de réanimation, des infirmières de recherche clinique, de souder les équipes, et tout ça pour dire que ces soignants, nous, tout le monde, on a été là, on a été au lit du patient, on les a soignés, on leur a mis une main sur le ventre, on a réglé les respirateurs et on a essayé de faire le maximum. Et on a essayé surtout, et ça c'est une phrase que j'adore dire, que ce soit aux patients, aux internes, c'est de dire que chaque patient, on doit le soigner, mais on doit l'utiliser pour en soigner d'autres, d'accord? On doit récupérer des datas, de la connaissance, de l'expérience pour soigner tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce tapage, et puis il y a les gens qui sont au lit du patient. Et le fait de travailler dans ces conditions, ça a un prix, d'accord? Ça a un prix sur la santé mentale, hein. Ça c'est l'étude de Elie Azoulay pour le groupe Familia. Et qu'est-ce qu'elle montre, cette étude? Qu'il y a presque 50% des soignants, et notamment les infirmiers, qui présentent des troubles psychiatriques, de dépression, et notamment parce que voilà, il y a eu des décisions de fin de vie qui ont été précipitées, il y a eu une pression au travail qui a été augmentée de par le contexte social, hein, forcément, le contexte social, le contexte sanitaire. Et outre le poids psychologique de se retrouver vraiment au front face à cette pandémie, il y a aussi le fait qu'on a payé aussi le prix de notre vie en tant que soignant. Donc là, vous avez en haut à droite le premier médecin français qui est décédé et qui était du coup enterré au Panthéon. En bas, c'est le lanceur d'alerte chinois qui a été au début muselé, hein, et qui a été ensuite qui est décédé, hein, et puis ensuite des aides-soignants, des médecins et donc plein de soignants. Tout ça pour dire que le tapage médiatique, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que ça a servi des dictatures, ça sert des intérêts qui sont parfois très négatifs, et donc il faut l'utiliser à bon escient. Et le Covid et la pandémie a vraiment exacerbé en fait
ces problématiques. Et c'est pour ça que un peu, j'étais un petit peu stressé au début de faire cette présentation. Mais au final, très content parce que ça me fait plaisir de parler de ça devant vous. Merci beaucoup.